Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Kong Grizzly, un jeu édité chez Ameritrash Games, c'est fait par Jason Peter Topolsky, c'est du semi-coop de 1 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes à 1h30 gros maximum. C'est sorti en 2014 via une campagne Kickstarter qui a très bien marché. Vous allez le trouver uniquement en fait via le site de l'éditeur. Je ne pense pas en boutique française, peut-être dans les boutiques US ou sur les sites US, je ne sais pas. Moi j'ai pas tellement vu que j'avais kickstarté le jeu. C'est un jeu comme vous pouvez le voir ici, hop, qui a un petit warning. Vous allez avoir des illustrations en fait très trash et de par son background qui est assez horrifique. On vous a mis une petite notation de warning. Donc voilà, Kong Grizzly, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu coop, semi-coop. Soit tout le monde gagne, ou soit une personne ou deux personnes vont gagner. Et pour un peu le fluff et le background qu'expose Kong Grizzly, vous jouez en fait des moniteurs de colo qui, durant une nuit d'été, vont devoir échapper à Otis, qui est un serial killer qui est apparu dans le camp, dans la forêt, qui lui va vouloir tuer tout le monde. Donc votre objectif en fait va être de vous enfuir à travers 4 scénarios différents. Donc on peut s'enfuir via le van, on peut s'enfuir via la tour, on peut s'enfuir via le bateau et on peut s'enfuir via la grange. Pour pouvoir prétendre à s'enfuir, il va falloir au préalable faire une combinaison sur la carte objectif. À savoir, pour s'enfuir via la tour, il va falloir avoir les clés, le cric et puis la batterie. Les 4 en fait scénarios vont toujours vous demander d'avoir les clés. Chose de base, hein, en fait dans le setup on vous dit que les clés sont toujours ici. Le jeu de base en fait propose 8 scénarios. Mais ce sont en fait à chaque fois pour les mêmes lieux, c'est-à-dire on va avoir 2 scénarios pour le bateau, 2 scénarios pour la grange, etc. Donc voilà, comment on perd? Alors on perd de différentes manières. Si le body count ici arrive à 13, donc comme vendredi 13, Otis a fait 13 victimes dans le camp, la partie s'arrête directement. Si tous les joueurs sont morts, la partie s'arrête aussi. Ce qui coule de source. Donc pour le setup en fait de base, on va prendre l'un des personnages ici, hop, qui sont fournis dans la boîte de base. On va avoir CJ le coureur, on va avoir Kevin le garde-côte, on va avoir Karen l'artiste, Tracy elle, bon, un peu la bimbo du camp, on va avoir Sherry elle qui est l'exploratrice, et on va avoir Jody lui qui est le loup solitaire. Sur une carte de personnage, on va avoir ses points de vie et ses points de déplacement. À savoir que lui commence avec 3 déplacements. S'il se prend un point de dégâts, il va se déplacer à 2. S'il se prend un autre point de dégâts, il va se déplacer à 1. S'il se prend un autre point de dégâts, il va se déplacer à 2. Et ensuite, il va mourir directement, il se déplacera plus. On va avoir le nom du personnage. On va avoir aussi ses capacités en tant que personnage. Lui, c'est un sprinter et c'est aussi un coach. On va avoir aussi son niveau de panique. Je reviendrai sur la notion de panique en vous montrant en fait un combat. Pareil en fait pour Otis, je vais essayer de prendre ça rapidement, voilà, je fais tout tomber en même temps. Otis va avoir des stats, donc il va avoir des stats de mouvement, il va avoir des dés d'attaque, et il va avoir des dommages. À savoir qu'Otis commence toujours avec 2 de mouvement, 1 des 4 à l'attaque, et il inflige un dommage. Au fur et à mesure en fait que le body count, pardon j'ai fait bouger la caméra, au fur et à mesure en fait que le body count va augmenter, les stats d'Otis en fait vont augmenter. Donc plus il va tuer de personnes sur le camp, et plus il va devenir fort, et il va faire des one-shots carrément dès qu'il va vous infliger une attaque, il va vous tuer directement. Donc dès lors qu'on a pris en fait son personnage, on va prendre ensuite 2 cartes survivants. Les cartes survivants sont de 2 types. On va avoir en fait des cartes jaunes, elles, qui sont gardées en fait face cachée des autres joueurs. Donc vous les savez, vous pouvez communiquer si vous voulez, vous pouvez dire non j'ai rien en main mais finalement je pouvais faire un truc mais j'ai pas envie de le jouer. Donc comme ça en fait vous dites pas que vous êtes un traître et les autres peuvent s'enfuir sans vous. Donc vous avez des cartes jaunes et vous allez aussi avoir, donc si j'arrive à les trouver, non comme par hasard, et des cartes, hop,
ici grises, qui sont des cartes de compétences. Ce sont des cartes en fait qui sont face visible, qui vont rajouter un plus à votre personnage. Par exemple, celle-ci est une carte Jumpy, une permanente, qui vous dit que vous bougez de +1 quand vous êtes paniqué. Donc c'est simple, les cartes jaunes restent dans la main face cachée et inconnues des autres joueurs, ou alors si vous voulez leur dire, bah, vous pouvez. Et les cartes grises, ce sont des cartes permanentes qui se mettent à côté et qui renforcent en fait les stats de vos personnages. Donc comment on joue à Camp Grizzly? Une fois qu'on a pris son personnage, qu'on a pris 2 cartes survivantes, on va ensuite avoir une phase de mouvement. Le jeu commence avec une phase de mouvement. La phase de mouvement, on peut faire plusieurs choses dessus. On peut, alors ça c'était comme ça, tac, on peut se déplacer jusqu'à un maximum des points de vie, donc par exemple si G lui a un maximum de 3, il peut faire 0 et ne rien faire à son tour de mouvement, il dit non je suis très bien ici, je reste. Il peut faire 1, s'arrêter, il peut faire 2, s'arrêter, et il peut faire 3 maximum et s'arrêter. Donc ça c'est la chose de base, donc il peut partir où il veut, etc. Moi je suis venu ici parce que voilà, c'était le plus court, sinon j'avais le bras un peu tendu. Donc voilà, il s'arrête ici à 3 machin. Il peut aussi, durant son mouvement, dépenser en fait un point de mouvement pour récupérer des items qui sont par terre. Par exemple, ici, il veut récupérer durant son mouvement les clés, il va faire 1, 2, il va récupérer les clés, et 3, il peut venir ici ou s'arrêter en disant non, non, tout va bien, je m'arrête ici. Donc ça, c'est la phase de mouvement. Dès lors qu'il a fait sa phase de mouvement, il tire et il est obligé de tirer en fait une carte cabine. Donc dans les cartes cabines, on va trouver des enfants, parce que dans le camp on trouve des enfants. Les enfants ont toujours un effet bonus et généralement aussi peut-être un effet malus. Il y a certains personnages qui vous procurent des effets malus. Donc quand un enfant est mort, on augmente le tracker, etc. Quand par exemple la personne a 3 enfants avec lui et que cette personne meurt, à la fois la personne qui meurt aussi avec les enfants. C'est-à-dire que si, par exemple, CG qui est ici avait trouvé 2 gosses et qu'il meurt, donc on augmente de 1 parce que CG est mort, et on augmente aussi de 2 parce qu'il avait 2 enfants, donc il tue tout le monde, hein. Il tue les enfants, les femmes, il n'y a pas de problème chez Otis, hein. Donc il fait pas de différence. Donc on va trouver des enfants dans le deck, on va trouver des événements et des choses idiotes qui sont ici, donc faire Mumus dans la piscine, parce qu'en plus il y a un gros forcené dans les bois qui veut nous tuer, mais nous finalement on s'en fout, on veut profiter de notre dernière soirée. Donc là ce sont des choses qu'ils appellent des Temp Fate. Les Temp Fate, ce sont des choses idiotes avec un chiffre entre parenthèses. Dès lors que vous allez avoir une chose idiote à faire, vous allez vous référer au chiffre qui se trouve ici, et vous allez défausser par exemple pour cette carte 3 cartes du deck cabine. Le fait de faire ça en fait va déjà épurer entre guillemets votre deck, ou alors de toute façon vous le rendre un peu plus agressif. Donc on va défausser, hop, et pour chaque carte rouge en fait Otis va venir directement chez vous et vous taper. Par exemple ici lui il tire une carte, il fait une chose idiote, on lui dit de défausser 3 cartes, il a défaussé 3 cartes, il a une carte rouge, la première carte rouge dit qu'Otis vient dans sa case et le tape, et pour chaque carte rouge supplémentaire il a +1 à son dé, à savoir qu'Otis gagne sur les dés d'égalité. Donc ça c'est pour les choses idiotes, pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc on trouve des enfants, des choses idiotes. On va trouver aussi des événements, par exemple ici on a trouvé un corps, on nous dit d'augmenter de +1 le body count, et on est horrifié. Quand on est horrifié, on prend le petit token horrifié. Alors je ne le trouve pas, là c'est des pions feu, voilà. Le petit token ici, horrifié, on le met sur sa carte de personnage. Et le fait d'être horrifié, c'est mal parce qu'on a -1 à tout, c'est lancer dés jusqu'à la fin de notre prochain tour. Donc on a peur, on est horrifié, on ne sait pas ce qui se passe, on a vu des corps, etc. Et là encore, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc il a un magazine un peu olé olé, il est dans les toilettes, donc je vous dis pas ce qu'il a fait. Il a le pantalon baissé et puis il a la gorge tranchée. Donc c'est vraiment des bonnes illustrations. Moi je suis fan, hein. Je suis vraiment fan des illustrations. On va trouver ensuite des effets néfastes. Par exemple, on peut être blessé. Durant son tour, on va lancer un dé. Si on fait 1, la blessure qui est profonde s'intensifie. Et puis petit à petit, on va perdre des points de vie. On va trouver des événements aussi qui vont vous porter préjudice. Par exemple, ici, votre sac est troué, vous perdez toutes vos armes du sac. Donc c'est des choses un peu néfastes. On va trouver bien sûr des armes. Hop, donc une arme a un symbole de main qui symbolise en fait à combien de bras vous êtes obligé d'utiliser pour porter l'arme. Donc là c'est une
C'est une tronçonneuse, donc obligatoirement il faut deux bras. On vous donne une petite compétence spéciale, ainsi que le dé à lancer en bas. Donc là, on lance un dé 10. On va ensuite avoir des petites armes ici. Bon, par exemple, c'est une arme à une main. On peut combiner deux armes à une main ainsi que deux dés. Par exemple, dans cette config-là, j'ai deux couteaux. Je peux utiliser mes deux couteaux pour lancer 2d4. Donc voilà, ça on peut le faire aussi. Et bien sûr, on a les cartes Otis Strike. Les cartes Otis Strike, dès que vous la tirez, hop, Otis vient directement taper votre personnage. Quand Otis, en fait, quand vous allez tirer une carte Otis Strike, quand Otis va venir chez vous, il va vous attaquer directement. Donc même si Otis était à l'autre bout de la map, par exemple ici, dès lors, par exemple ici, si Jet tire une carte Otis Strike, Otis va se téléporter comme par magie, hop, sur votre case, et il va vous taper. Donc là, bah, du coup, je vais vous présenter en fait comment se déroule un combat. Plusieurs cas de figure pour le combat. Premier cas de figure hyper classique. Mon personnage est tout seul, Otis arrive, je n'ai pas d'arme, je me prends les dégâts qui sont symbolisés sur le dommage d'Otis, par exemple il inflige un dégât, je réduis mon curseur ici, et je fais mon niveau de panique. Par exemple ici, CG a une panique de 2, CG va s'enfuir de 2. Donc il peut faire 1, 2, il peut faire 1 et 2. Première configuration d'un combat. Deuxième cas de figure, Otis vient toujours me combattre, par contre, hop, j'ai une arme. On va prendre cette arme-ci, je lance un D4, donc je joue avant Otis toujours, je fais mon D4, je fais 4, Otis lance son dé, il fait 2, Otis est détruit, il revient dans la forêt. Otis ne meurt jamais à ce jeu, il reviendra toujours, toujours, toujours. C'est un peu le Jason en fait du jeu. Troisième cas de figure, j'ai toujours mon arme, par contre je fais 1, Otis va lancer son dé, il fait 2, je prends les dégâts, je panique. Autre cas de figure, je fais un 3, Otis lance son dé, il fait un 3, Otis gagne sur les égalités. Je perds, je panique. Autre cas de figure, je me retrouve avec deux cartes à une main, je combine les dés. Donc là, j'ai un D4, ici j'ai un D4 plus 1. Je lance mon dé, je fais 3, je lance mon dé, je fais 3 plus 1, ça fait 4, 7. Lui va lancer son dé, hop, il fait 1, il est détruit. Autre cas de figure, parce qu'il y a un autre cas de figure, je n'ai pas d'arme. Kevin, lui, a une chainsaw, il se trouve ici. Dès lors qu'Otis attaque quelqu'un dans la cabine, il attaque tout le monde. Il n'attaque pas tout le monde en même temps, il va les attaquer les uns après les autres. Par exemple, CG ici se fait attaquer. Kevin, le joueur qui joue Kevin, peut dire hop hop hop, moi j'ai une tronçonneuse, attends, j'essaye de venir à ta rescousse et j'essaye de le détruire. Il peut très bien dire non non non, moi je m'en fous, prends-toi ton dégât, tu paniques, de toute façon moi il va venir me taper, mais moi je m'en fous, j'ai de quoi répondre. Donc il peut très bien dire non non non, bah, je te laisse tomber, il n'y a pas de problème, de toute façon il va taper la majorité des personnes dans la cabine. Quand mon tour va venir, moi je pourrais me défendre. On va dire que voilà, on joue dans un jeu où tout le monde est de bonne foi sur cette table et tout le monde veut s'entraider, donc lui il vient ici, il va lancer son D10, il va faire 3, Otis va lancer son dé, il fait 4, donc là, lui n'a pas réussi à défendre son ami, il va s'enfuir du nombre de paniques qui est écrit sur la carte, va venir le tour de CG qui lui n'a pas d'arme, il va s'enfuir directement en prenant les points de dégâts. Donc lui s'est pris les points de dégâts, il s'est enfui, lui s'est pris les points de dégâts, il s'est enfui. Donc c'est le même acheminement. S'il y avait 4 personnages par exemple sur cette case, Otis en fait aurait attaqué lui, il aurait attaqué l'autre, etc. Par contre, si par exemple un autre personnage avait une arme, Kevin par exemple était parti avec la tronçonneuse, se prenait une tatane, avait paniqué, un autre personnage lambda, s'il avait par exemple une batte de baseball, pourrait venir protéger CG en disant non, bah moi je tente aussi ma chance, je viens de défendre. Donc on fait ça jusqu'à ce que tous les combats soient résolus directement. Donc on va rester sur notre exemple, donc là c'était le combat. Donc comme je vous l'ai dit, on bouge, on prend obligatoirement une carte. On peut éviter de prendre une carte uniquement si on se trouve sur un token point d'interrogation.
Dès lors qu'on est sur cette case avec un point d'interrogation, on peut soit tirer une carte Camp Grizzly du deck cabine, ou soit révéler en fait l'item. Le fait de révéler en fait l'item, ça va vous permettre déjà d'une part d'augmenter vos trouvailles sur les items, à savoir que pour s'enfuir, on a besoin des items, mais les items se trouvent uniquement sous les points d'interrogation, il n'y a aucun item à l'intérieur ici, juste un double des clés, donc vous êtes dans l'obligation de tout vérifier pour vous enfuir. Si vous avez tout révélé et vous ne trouvez aucun des items, par magie ou par malchance, ce qui existe aussi, bah vous refaites en fait le setup global des items, et uniquement des items, donc vous fermez pas les portes, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que vous avez fait ça, votre tour s'arrête. Quand votre tour s'arrête, vous pouvez vous équiper. Donc par exemple, vous avez cette carte dans votre sac à dos, vous avez cette carte dans votre sac à dos, et vous avez un petit couteau, vous pouvez dire ah bah non finalement, je m'équipe de ça, donc c'est à la fin du tour, de votre tour, et je prends hop, la chainsaw parce que j'ai deux bras. J'ai deux mains de libre, maintenant je peux prendre la chainsaw. Et tout ça en fait reste dans votre sac à dos. Attention à pas trop garder des trucs dans votre sac à dos parce que vous avez des cartes qui vous permettent en fait de tout perdre, comme le sac troué que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'une des cartes qui vous donne des choses néfastes du sac à dos. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'autre joueur qui lui va faire pareil. Donc il va faire 1, 2, par exemple 3. On va prendre une autre carte cabine, voilà ici, hop, qui est par exemple, voilà du feu. Donc il y a du feu dans la cabine où il est. On met des petits tokens feu qui se trouvent ici, hop. Quand on finit par exemple son mouvement, quand on traverse une case feu, on lance un D4. Sur 1 et 2, on est brûlé, donc on prend une blessure. Sur 3 et 4, il n'y a rien qui se passe et on traverse. Donc ça, ce sont des événements en plus. On va aussi trouver des personnages secondaires. Donc les personnages secondaires, vous les trouvez un peu dans le deck. Ce sont des personnes un peu néfastes. On va trouver par exemple une sorte de malade mental des bois, on va trouver le petit ami de Karen, on va trouver aussi des flics, on va trouver le moniteur superviseur du camp, on va trouver un inspecteur fou qui lui en a après Otis et qui va taper tout le monde. Dès lors que vous trouvez en fait un personnage secondaire, vous prenez sa silhouette, vous lancez un des 10 pour savoir où il spawn, par exemple ici, hop, et ensuite vous faites l'effet de la carte une fois qu'Otis aura joué. Donc les personnages en fait secondaires bougent à la fin de la phase d'Otis. Hop, donc on va dire que lui avait spawné là, sinon ça n'a pas de sens, parce qu'il meurt directement quand il croise Otis, les personnages secondaires. Donc dès lors qu'on a fini ça, donc je rappelle, hein, on fait son mouvement, on peut se déplacer, etc. de toutes les cases, on peut utiliser des raccourcis. Pour utiliser le raccourci, on dépense un point de mouvement. Sur 5 et 6, on prend le raccourci on a réussi directement. Chercher mon mot, non, on a réussi. Donc 5-6, on réussit. De 2 à 4, on réussit pas. On peut dépenser encore un point de mouvement et tenter. Par contre, si on fait un 1, et ben le 1 c'est mal, on est perdu dans les bois. Donc on a essayé en fait de traverser le raccourci des bois et on s'est perdu dedans. Quand on est perdu dans les bois, à son prochain tour, donc dès que notre tour commence, on va lancer un dé. Sur 1 et 2, Otis vient ici et nous tape dans les bois. Sur 3 et 4, on prend une blessure. Et sur 5 et 6, il n'y a rien qui arrive. Donc quand il n'y a rien qui arrive, hop, on lance un dé, on spawn au niveau 6. Quand on a pris sa blessure, pareil, on respawn, donc là, on arrive à 8, on est de l'autre côté. Et quand Otis strike, pareil, on lance un dé pour savoir où on spawn. Directement. Donc là, phase de mouvement, phase des joueurs, je vous ai tout expliqué. Arrive ensuite la phase d'Otis. Donc la phase d'Otis, voilà, on va rester là comme ça. La phase d'Otis, en fait, elle est très simple. On va déplacer Otis vers le personnage le plus proche de ses points de mouvement. Donc lui, par exemple, est à 2, il va faire 1 et 2. Il va venir directement ici. Otis n'attaque pas en fait, même s'il est dans une cabine et qu'il n'est pas au contact au corps à corps avec une silhouette. Donc par exemple, ici il attaque personne, ici par exemple il attaque directement l'ensemble des personnes de la cabine. Donc il va attaquer la personne d'ici et la personne au contact. Donc là, il n'attaque personne. Autre cas de figure, Otis était détruit le tour précédent. On va lancer un dé, il va spawn au niveau 5. Donc il va être ici. S'il arrive en contact avec un personnage secondaire, le personnage secondaire meurt directement.
on augmente le body count. Donc ses stats vont augmenter. Donc on va dire que là, il était là, il spawn au niveau 5, et il avance ensuite de 2. Hop, on va le mettre là, c'est plus simple. Donc il avance de 2, il fait son petit truc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc le plus proche c'est là, il va faire 1 et 2, il va se retrouver ici. Otis ignore directement les restrictions des raccourcis. Lui, il connaît la forêt comme sa poche, il n'y a pas de problème là-dessus. Une fois qu'on a fait, le déplacement d'Otis, donc il peut, je vous l'ai pas dit, je suis en train de le voir là, il peut aussi défoncer les portes. Si par exemple, voilà, tous les personnages sont ici, le plus court c'est 1 et 2, il va venir ici 1, il va défoncer la porte, et il va s'arrêter directement. Donc lui il casse tout, c'est un peu le forcené, le super G.I. Joe dans le thème de l'horreur. Une fois qu'on a fini la phase d'Otis, on va jouer ensuite les personnages secondaires s'il y en a. Donc les personnages secondaires, je vais pas vous les dire, mais bon, il y en a plusieurs, il y en a 6-7. Ils ont tous en fait un effet de déplacement qui leur est propre, c'est-à-dire que des personnages vont aller chercher Otis, d'autres personnages vont aller chercher ceux qui ont le plus d'enfants, etc., etc. Donc là, je vais pas y revenir parce que ça serait trop long, peut-être dans une partie complète, etc. Donc une fois qu'on va trouver, par exemple, voilà, là on a trouvé la corde, là on n'en sait rien, voilà, là on a trouvé la corde, l'essence, hop, on va dire, on a trouvé la corde, l'essence et les clés, on peut partir par la grange. Si par exemple CG a tous les items, il peut partir tout seul. Si par exemple lui est ici, il dit « Ah non, non, mais attends-moi et tout, j'ai envie de partir », il peut lui faire « Ah bah des clous, moi je me casse », il peut partir tout seul, il arrive ici, et à son fin de tour, il peut très bien dire « Ah bah non, moi je prends pas de carte ni quoi que ce soit, je m'enfuis directement ». Dès lors, je vais pas le faire maintenant parce que vraiment j'ai envie de vous laisser la surprise, ou alors dans une partie complète, vous allez peut-être voir comment je m'enfuis, mais là je préfère vous garder un peu le suspense parce que ça serait spoilé et ça serait pas cool. Dès lors, on retourne ensuite la phase de grand final. On lit carrément ce que la carte nous décrit. Par exemple, je sais pas, faites ça pour réussir, faites ça pour réussir. Vous avez réussi, vous gagnez la partie. Si la partie est gagnée, donc CG est le grand vainqueur, il part et tout le monde en fait est mort dans le camp. Si par exemple, il n'arrive pas à réussir le grand final de la grange, lui meurt, tous ses items reviennent ici, ce qui permet en fait aux autres joueurs de reprendre la corde, etc. et de pas aller chercher des trucs pour s'enfuir. Le scénario est toujours accessible. Et les autres joueurs peuvent jouer. Donc c'est le seul cas de figure où les joueurs encore sur le terrain peuvent jouer quand lui s'évade. Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez très bien dire lui s'évade par exemple de la grange. La partie n'est pas finie, la grange par contre on peut plus y aller, et il reste le van, etc. à faire. Donc comme vous voulez, ça reste un jeu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça reste un plaisir ensuite de custom si vous voulez jouer comme ça. Donc voilà ce que propose en fait Camp Grizzly, un jeu au thème fort qui joue à la fois de manière solo avec plusieurs personnages, parce que les tours s'enchaînent très très vite, il n'y a pas de souci majeur. C'est du semi-coop, donc sur la table vous allez toujours avoir une personne qui va vous dire « Ouais, ah bah viens on va s'enfuir, regarde moi j'ai la clé, et puis la corde, toi t'as le bidon, on peut partir ». Une autre personne va se retrouver par exemple ici, avec une autre personne ici, donc votre deal pour partir de la grange, vu que vous êtes plus proche ici avec un autre joueur qui lui par exemple a le cric, vous allez lui dire ah bah non finalement regarde on va s'enfuir sans lui, il n'y a pas de problème, l'autre je le laisse partir, c'est pas un souci. Donc il y a des mini-alliances qui vont vite se fissurer dès lors qu'une autre personne va trouver un item. Par contre, vous allez voir que dans les débuts de partie, tout le monde va se ruer sur les clés parce qu'il faut avoir impérativement les clés pour pouvoir sortir. Donc tout le monde va entre guillemets protéger et s'allier et rester au contact avec la personne qui a les clés, parce qu'avec les clés on est sûr de partir. Donc il y a un pouvoir décisionnaire sur le porteur de clés, c'est un peu Fort Boyard, celui qui a les clés gagne. Donc du coup le porteur de clés en fait est sûr de partir avec les autres joueurs. Par contre, une fois qu'on va trouver un autre set de clés ici, le porteur de clés n'aura plus d'utilité, donc on pourra faire d'autres alliances, etc. Durant le jeu. Donc voilà, je rappelle la boîte. Camp Grizzly,
c'est édité chez Ameritrash Games, c'est fait par Jason Peter Topolsky, campagne Kickstarter. Vous allez trouver uniquement ce jeu qui vaut 35, peut-être 45 euros, je sais plus. Moi j'ai financé la campagne, donc je sais pas du tout combien ça coûte en boutique. Sur les sites US, je ne pense même pas que vous allez le trouver uniquement chez le site de l'éditeur. Donc voilà, du jeu solo Ameritrash, enfin Ameritrash non, dans le thème des films d'horreur des années 80, style Vendredi 13, Halloween, etc. Un super bon jeu avec un super bon matos. Les cartes sont énormes, les illustrations mais sont juste géniales. Le thème est vraiment bien transcrit, vous stressez à chaque fois que vous allez tirer une carte parce que Otis peut taper à chaque moment, il peut atterrir partout. Donc c'est vachement génial, le stress est vraiment bien ressenti. Donc encore une fois, non c'est 14+, je vous ai dit des conneries, c'est pas 16, c'est 14+. Donc voilà, un jeu vraiment à voir si vous avez la possibilité de vous le prendre. Foncez-y tête baissée, c'est vraiment une valeur sûre. Moi je ferai une partie pour vous montrer grosso modo comment ça joue en détail dans une partie standard. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un nouveau jeu. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont sollicité la vidéo en disant ouais, est-ce que tu peux faire une vidéo quand je dis bah voilà c'est fait, je vous ferai une partie ensuite prochainement c'est sûr, et puis d'ici là portez-vous bien et puis ne traînez pas trop dans la forêt, ciao ciao.